Aujourd'hui, nous consacrons donc cette émission aux violences sexuelles dans le domaine médical. Alors au-delà de ce cas particulièrement choquant, épouvantable, les violences perpétrées dans le milieu sanitaire posent la question du lien, de l'ascendant entre soignants et soignés, vulnérabilité face à la maladie, se dévoiler, se dénuder, être touché, relations de confiance, des violences sexuelles qui concernent patientes et patients, mais aussi soignants et étudiants, harcèlement à l'hôpital, comme en témoignent de nombreuses infirmières, lors des études de médecine, lors desquelles ont longtemps prévalu une forme de tolérance, voire de culture de la grivoiserie. Alors, comme on a vu la parole se libérer face aux violences sexuelles dans les secteurs du sport, de l'église, du cinéma, la médecine a-t-elle, elle aussi, réfléchi, travaillé, avancé sur ce terrain ? Comment réagissent les instances professionnelles? La parole des victimes est-elle entendue? Question auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission avec nos invités. Docteur Gérard Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre spécialiste de la psychotraumatologie. Qu'est-ce qui peut être entrepris pour changer de façon durable certains comportements? Deux étudiants en médecine avec nous. Hélène Souchu, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne présidente du syndicat des internes parisiens de médecine générale et vous travaillez avec Franck Rolland. Bonjour. Bonjour. Question des risques psychosociaux, vous travaillez sur cette question. Franck Rolland, en 6e année à l'Université Paris-Sud, vice-président chargé de la réflexion éthique à l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et puis bien sûr, nous allons donner la parole à des patients, des victimes. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec Marie, à l'origine de la pétition Hippocrate pour réclamer l'interdiction explicite des relations sexuelles entre patients et médecins, mention dans le code de déontologie médicale. RFI. Violences sexuelles, sujet de l'actualité de ces derniers mois, qui nous pousse donc à traiter régulièrement cette question très régulièrement dans Priorité Santé, avec le mouvement MeToo, révélation dans le monde du sport. Et on s'arrête aujourd'hui sur un territoire très particulier. Il nous concerne directement. On ne pouvait pas ne pas le traiter. La médecine, la santé, l'hôpital. Publication de plusieurs faits divers qui impliquent des médecins. Certaines de ces affaires ont eu un grand retentissement. Elles sont assez rares, il faut le souligner, quand on se penche sur les archives. Maintenant, si on s'arrête au vécu des soignants, au récit des patients, des patientes, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Docteur Gérard Lopez, ces violences sexuelles dans la médecine, pour vous, c'est une problématique bien réelle. Mais absolument, c'est extrêmement réel, je vous l'ai dit. Ce sont surtout les personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, qui ont tendance inconsciemment à répéter les choses. Or, les médecins ne sont pas avertis de cette chose-là. J'ai déjà vu des victimes d'inceste épouser un médecin. Forcément, ça se termine mal, puisque c'est la répétition d'un scénario. Alors c'est extraordinaire, mais pendant les études de médecine, on pourrait demander aux étudiants, là, on parle très très peu de violences sexuelles, très très peu. Vous citez ces cas, mais par exemple, il y a eu des faits dans l'actualité, notamment de gynécologues poursuivis pour agression sexuelle. Là, en aucun cas, il y avait cette relation de répétition d'un scénario. Est-ce que le gynécologue avait posé la question? Est-ce que le gynécologue savait ce qui s'était passé dans l'enfance de cette patiente? Je n'en suis pas certain. Il y a eu un procès, en tout cas, dans les éléments du procès, c'est pas quelque chose qui a été mis en avant. En tout cas, on n'est pas allé sur ce terrain explicatif, mais là, je me pose dans la dimension de la responsabilité du soignant. Ah, la responsabilité totale. C'est quand même là l'objet qui nous intéresse. Bien il y a le vécu des patientes, il y a le vécu des victimes, bien évidemment. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de la responsabilité des soignants. La responsabilité des médecins est totale et complète, quoi qu'ait pu vivre la victime dans son enfance. Mais vous me dites, dans un procès, moi je suis expert judiciaire, souvent je vois des expertises où l'expert ne s'est pas beaucoup renseigné sur les maltraitances, il n'a pas posé la question. Or cette question devrait être posée systématiquement à toute consultation. Question très générale. Toute consultation. Question très générale, Hélène Souchu. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent, évoluent? On a bien sûr, quand on allume la radio, la télé, ces affaires MeToo dans le cinéma en France récemment avec la remise des Césars. Tout le monde a eu ça en tête. Est-ce qu'on a l'impression, on a parlé aussi dans le sport de la fin de l'omerta. Est-ce qu'il y a aussi dans votre profession, bientôt vous serez vous-même professionnel médecin, est-ce que d'après vous les choses sont en train de changer?
Alors, la parole se libère, pas totalement encore, mais oui, je dirais que comme on peut le voir dans le milieu du cinéma et dans le milieu du sport, les témoignages arrivent, que ce soit des témoignages de patients et de patientes qui ont pu être victimes de violences de la part du corps médical, et inversement, des soignants qui ont pu être victimes de violences pendant leur cursus. Un exemple très concret, il y a 2-3 ans, il y a un site internet qui s'appelle Pelkta Blues, qui a permis de recueillir des témoignages de soignants et soignantes qui, au quotidien, vivaient soit du sexisme ordinaire, soit de véritables violences. Donc oui, la parole est en train de se libérer, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous en avez été vous-même témoin ou victime? Bien sûr. Je pense que tout étudiant en médecine, tout soignant a été directement ou indirectement témoin en tout cas de sexisme et très probablement de violence dans le milieu médical. Oui. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les choses évoluent? Franck Rolland, en ce qui concerne les études de médecine, est-ce qu'on en parle de ce type de violence ou même dont certains diraient des dérapages au cours du cursus? Alors c'est un phénomène qui est à la fois de plus en plus abordé étant donné l'évolution actuelle et à la fois presque je dirais de plus en plus caché, puisque il y a quand même une espèce de culture carabine folklorique qui justement pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ces blagues de carabin, ces chansons de carabin, c'est quoi? Peut-être l'image la plus frappante, c'est les fresques des salles de garde par exemple, où vous avez finalement des représentations très sexualisées de grands professeurs, etc., qui, selon les adeptes de ce genre de culture, sont là pour permettre d'expier un vécu difficile, de confrontation à la mort et à la maladie, etc. Enfin, il y a des journaux intimes pour ça. Et donc, cet univers-là, ce micro-univers qui serait dans le domaine soignant, est quand même le résultat aussi d'une culture très sexiste, patriarcale, dont on a intégré les codes. Et dans le bizutage également. Dans le bizutage. Des périodes d'initiation, ce qu'on appelle les stages d'intégration, où on a aussi eu des témoignages de dérapage. Absolument, avec des dérapages qui peuvent aller très très loin. Où on n'est pas loin du viol. Ou carrément on est dans le viol. Je ne suis pas d'accord avec le mot dérapage. Ce sont des viols et des agressions sexuelles. Dérapage, c'est une façon de minimiser les choses. Non, mais quand je disais dérapage, c'est parce qu'il peut y avoir des dérapages comme dans beaucoup de choses, et il y a des agressions, des crimes et des délits. Il y a tout ça et en même temps signalé. Mais en même temps, sur cette culture de pseudo-tolérance, qui, d'après vous, je vais vous poser la question, Franck Rolland, est-ce que pour vous, finalement, ça ouvre une brèche qui peut ensuite conduire à de véritables exactions, à de véritables crimes? Oui, et ce d'autant qu'il y a plusieurs études qui ont été réalisées où on présentait des situations assez courantes à l'hôpital à des étudiants en leur demandant est-ce que selon vous cela relève de l'humour, de la blague ou du sexisme, ou voire même d'un délit, d'un crime. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui est pas négligeable, la majorité des étudiants, qui considèrent des événements qui relèvent du harcèlement sexuel, voire de l'agression sexuelle, comme quelque chose de l'ordre de l'humour. Et ça, c'est extrêmement révélateur de tous les schémas un petit peu de sexisme ordinaire qui ont été intégrés dans la profession médicale. Et qu'on entend dans les commentaires, on ne peut même plus rire de rien, etc. Et tout ça pour justifier des choses qui sont absolument injustifiables. C'est complètement injustifiable. On a bien compris une problématique très vaste. Il y a les crimes et les délits, des actes répréhensibles, des remarques déplacées aussi qui peuvent créer vraiment un malaise profond, des contextes différents, les études de médecine, le lien soignant-patiente, également le harcèlement, les agressions sexuelles en milieu hospitalier, y compris de la part d'infirmières qui sont agressées par des patients. C'est aussi quelque chose qui est relayé très souvent. Gérard Lopez, est-ce que vous avez l'impression finalement aussi que certaines de ces dérives ou de ces crimes sont perpétuées dans ce milieu au nom d'un pseudo-usage ou d'une pseudo-culture? C'est ce que vient de vous expliquer mon collègue. Mais vous n'avez pas la même expérience, vous avez aussi le recul des années en arrière. Maintenant, il y a les choses qui changent. Ce qu'on voit aujourd'hui peut-être avec des modifications. Vous, qu'est-ce que vous avez vu? Ce qui ne change pas, c'est que depuis que nous sommes ici et dans la presse, partout dans les médias, on dénonce les instituteurs, les entraîneurs sportifs, les curés, mais on ne parle jamais de violence intrafamiliale. Et le vrai problème est là. C'est la société, dans le cœur de la société. Voilà. Quand on attaque la Sainte Famille, il y a 3 millions de Français qui manifestent dans la rue.
Voilà le vrai problème. Mhm. Le vrai problème, c'est les violences sexuelles que subissent les enfants, qu'ils répètent, soit en tant que victimes, soit en tant qu'agresseurs. Et ça, on n'en parle pas. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'en parle pas. On ne parle pas beaucoup de maltraitance pendant les études de médecine. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues en face, mais... Si vous voulez réagir, Franck Rolland. Je voulais simplement réagir sur l'aspect il répète. Moi, je suis en parallèle un cursus de psychologie et je pense que c'est une approche, disons, psychanalytique de la chose que de dire que la victime va répéter ce à quoi elle était exposée. Mais si on prend une approche un peu plus cognitiviste, on peut se dire qu'elle est vulnérable et que dans des situations de vulnérabilité, certaines personnes peuvent profiter de cette vulnérabilité. Donc, de fait, elle se retrouve si on regarde les choses, à effectivement retrouver à être exposées de plus en plus souvent à des situations où elles sont abusées, etc. Mais elles sont victimes de ces... Elles sont abusées. Mais non, abuser, c'est abuser des bonnes choses. Elles sont agressées ou violées. Il ne faut pas utiliser le mot abus. Bon, il y a des Un questions petit de viol de temps en terminologie. temps, ça passe. Mais attention aux abus. Vous voyez? Bon, c'est une question de vocabulaire, c'est une question de droit également. C'est très important. Et ce n'est pas une vision psychanalytique, c'est la pratique, ce sont les statistiques. Peu importe le référentiel qui soit cognitiviste, je suis cognitiviste, je suis plus psychanalyste. Ça n'a rien à voir. La répétition, c'est ce que l'on voit, y compris dans les thérapies. Et cette répétition devrait être utilisée justement pour réécrire le scénario traumatique et faire en sorte que pour une fois les choses se passent différemment. Ce que vous nous dites, Gérard Lopez, c'est que cette répétition, on la voit du côté de l'agresseur et de l'agressé? Les deux. Les deux. Mais aujourd'hui, on se centre aussi sur les agresseurs pour que les choses changent et sur les agressés en leur donnant la parole. D'ailleurs, nous sommes avec Marie en ligne. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de la pétition Hippocrate. Vous nous expliquerez dans quelques minutes de quoi il s'agit. Je voudrais, Marie, pour commencer cet entretien, vous demander dans quelles circonstances, justement, vous vous êtes lancée, on va dire, dans cette quête, dans ce combat. Hippocrate, bien sûr, comme le serment que prêtent les médecins, ce qui a trait à la déontologie, aux devoirs, aux droits, pour que le Conseil de l'ordre des médecins formalise l'interdit sexuel dans le cadre médical. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée dans ce combat, Marie? Quand j'ai eu l'audience au Conseil régional de l'ordre des médecins, l'avocat s'est appuyé sur le manque d'articles. Donc moi je dénonçais le manque et lui il s'appuyait sur le manque d'articles et j'étais tellement mal à ce moment-là qu'il a fallu que je fasse un combat. Donc je me suis focalisée sur ça. Il faut un article pour que ça se reproduise pas, quoi. Donc j'ai lu beaucoup. J'ai vu que le docteur Gérard Lopez avait fait aussi cette demande-là au moment du procès Azou, je crois, dans un article. Il demandait aussi. Je me suis dit, bon, si tous les médecins le demandent, c'est que c'est justifié, quoi. Et vous aviez été donc victime, c'était dans le cadre de cette procédure que vous vous êtes rendu compte que, eh bien, finalement, les textes existants ne vous protégeaient pas. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire un peu partout, à l'époque, à Marisol Touraine, qui m'avait répondu, bon, pour transmettre mon courrier. J'ai essayé avec Agnès Buzyn, c'était silence. Les deux ministres de la Santé qui se sont suivis, la ministre en charge de la défense des droits des femmes. Voilà, elles ont vraiment ignoré mes courriers. On a lancé la pétition, on les a interpellées, elles ont ignoré totalement, alors qu'on les entendait dire la honte doit changer de bord, doit changer de côté, parler les femmes, on vous incite à parler. Et là, c'était silence total, comme si les médecins, il ne fallait pas toucher aux médecins. Et d'abord, c'est ce que vous répondez d'ailleurs dans un premier temps le Conseil de l'ordre. On parle de vie privée, de personnes libres et consentantes qui contreviendraient au principe de la liberté des personnes, ce qui veut dire que d'une certaine manière, on remet en cause votre parole. Ouais, tout à fait. Là, c'était choquant, la réaction, parce que moi, j'étais un petit peu naïve. Je m'attendais quand même, avec la pétition, qu'il y ait l'appui du Conseil de l'ordre, quand même. Je me dis, là, quand même, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais maintenant, ils nous ont sorti l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
qui dit que chacun a le droit à sa liberté sexuelle. Alors qu'au sein d'un cabinet, c'est non. C'est non, c'est pas la liberté sexuelle du médecin. Comme dit le docteur Dupagne, la relation thérapeutique ne se transforme pas en relation privée quand le médecin baisse son pantalon. Exactement. Ça serait trop facile. Vous n'avez pas baissé les bras, hein, parce que vous êtes resté engagé avec, vous citiez le docteur Dupagne, qui a donc un site internet, un blog où les femmes ont pu s'exprimer. Ça a été véritablement un forum de libération de la parole. Ouais. Et d'ailleurs, d'autres choses qui est absolument effrayant, libération de la parole des femmes et réaction d'un certain nombre de médecins qui se sont permis des commentaires pour le moins stupéfiants. C'est parce que je veux rester poli que j'utilise ce mot. Hein. Oui, oui. Ça a été très, très dur à vivre. Vous voyez, autant avec... moi, c'était un psychanalyste, un psychiatre. Autant ça, j'ai rangé, enfin, une partie de ça. Mais je pardonne pas. Disons que lui, c'est un pervers, on le met de côté, quoi. Mais que les médecins ne soient pas associés à la pétition et étaient quelquefois vraiment à la limite du vulgaire. J'ai trouvé ça, c'est pas du niveau des médecins. Je respecte énormément les médecins. Ils ont sauvé mon fils. J'ai vécu 4 mois à l'hôpital avec eux. J'ai vraiment un grand respect pour l'ensemble du personnel, hein, de vraiment toutes ces équipes formidables. Et j'arrive là, et il doit me prendre en charge pour éviter le retour de manivelle. Et il me fait ce coup-là, quoi. Marie, si je veux bien expliquer, donc votre fils avait eu des problèmes de santé très lourds, vous étiez en situation d'extrême vulnérabilité, vous vous en êtes remise comme fait chacune ou chacun des patients, eh bien, à l'aide psychologique qu'on peut recevoir, et finalement, eh bien, cette demande d'aide s'est transformée en quelque chose, en une relation absolument épouvantable et toxique, et en vous mettant en cause comme étant soi-disant, hein, je dis bien soi-disant avec des guillemets gigantesques que je remettrai à la fin de ma citation, en étant soi-disant consentante, fin de citation. Voilà, alors ce que je veux dire par là, c'est que en plus, on vous a fait passer, on a utilisé, on a détourné votre vulnérabilité. Complètement, complètement. Je suis vraiment une personne très isolée, j'ai passé ma vie, je suis un peu troublée par les propos d'ailleurs du docteur Gérard Lopez, parce que j'ai pas de souvenir de la maison de mon enfance. J'ai traversé la vie comme une gamine blessée, avec une incapacité à avoir des relations avec les autres, pas seulement les relations amoureuses, hein, puis il n'y en avait pas d'ailleurs, mais avec l'idée que j'étais pas aimable, que j'étais pas respectable, etc. Vous voyez. Donc je confiais tout ça à mon psy pour essayer d'évoluer. Et j'avais fait vraiment suite à l'hospitalisation de mon fils, j'avais été obligée de vivre avec les autres pendant 4 mois, dans un foyer. Et j'avais été appréciée, je me suis mêlée aux autres. Je suis revenue différente. Après une telle épreuve, j'étais différente. J'avais un peu plus j'avais pris un peu plus de confiance en moi, avec les équipes qui étaient sympas, qui étaient formidables avec moi, humaines et tout. Et donc j'étais différente quand je suis revenue, un peu plus d'estime de moi. Et lui, il a complètement profité de tout ça pour m'amener à... Voilà, avant, je ne comprenais pas vraiment l'emprise. Aujourd'hui, je comprends. En tout cas, ça aboutit puisque l'épilogue, finalement, le conseil, on va dire, a cédé et qui vous a permis d'obtenir cette mention particulière pour les patients en état de fragilité psychologique. Les relations intimes s'apparentent alors à un abus de faiblesse, docteur Gérard Lopez? Oui, mais moi j'estime qu'il faudrait une interdiction totale, comme ça existe dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays. Vous voyez, c'est encore une mesurette. Alors le consentement, c'est encore pire pour les enfants, puisque l'atteinte sexuelle oblige les enfants à prouver qu'ils n'étaient pas consentants à une relation sexuelle avec un adulte. Alors on rêve. Donc là, en France, il y a toute une démarche engagée sur cette fameuse question du consentement des mineurs. Marie, restez en ligne avec nous. On va tout de suite vous retrouver, vous aussi, en studio dans quelques instants, mais tout de suite un témoignage. Témoignage qui illustre la notion d'ascendant, d'asymétrie de la relation, patient vulnérable. C'est le récit qu'a fait Anne, au micro de Raphaël Constant. Anne a aujourd'hui 47 ans, une trentaine d'années plus tôt. Après le suicide de son frère aîné, Anne consulte un psychiatre
qui, après plusieurs mois de thérapie, eh bien, ce professionnel de santé la viole, l'agresse à plusieurs reprises. Plus d'une dizaine d'années plus tard, Anne va oser finalement porter plainte. Ce thérapeute m'avait dit que je pouvais passer le voir si ça n'allait vraiment pas. Mais bon, un jour, j'allais vraiment particulièrement mal. Donc là, je me suis dit, je vais quand même passer le voir parce que ça va pas du tout. Et puis là, m'a prise par les mains, il m'a attirée à lui, il m'a embrassée sur la bouche et là, il m'a dit, je sais qu'il y a des liens comme ça qui peuvent se créer, mais je voudrais surtout pas te faire mal. Au fond de ma tête, j'ai crié, non, c'est pas du tout ça. Mais en fait, il n'y a pas eu de sons qui sont sortis de ma bouche. J'étais juste médusée. Et puis en plus, ça a induit cette idée, tu es venu me voir pour ça. En disant que c'est moi qui veux de cette, entre guillemets, relation telle qu'il l'envisage désormais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec votre psy ? Il a bien senti les fois suivantes que j'étais extrêmement réservée, mécontente. Il m'a manipulée sur le plan affectif. Parce que déjà, il a essayé de me convaincre que c'était moi qui étais amoureuse de lui, que tout ce que je faisais prouvait que j'étais amoureuse de lui. Et puis c'est pas évident quand on a 16 ans de savoir si on est amoureux ou pas de quelqu'un, puisqu'on lui fait confiance, puisqu'on se réfère à elle. C'est vraiment la position d'autorité du soignant. Et puis aussi le fait que c'était quelqu'un qui connaissait mes failles, qui connaissait mes rêves, qui connaissait mes aspirations, ma sensibilité. Votre intimité en fait. Ben, complètement. Une manipulation qui était redoutable parce qu'en fait, il s'appuyait sur des concepts médicaux et psychiatriques et psychologiques en tout cas, pour venir me dire que ce qui se passait était juste le reflet de mon âme et de mes souhaits les plus chers. Donc c'est tordu comme truc. Et jusqu'où ces agressions sexuelles sont allées ? Des agressions sexuelles, donc en l'occurrence des attouchements sur la poitrine. Et également une fois donc un viol, une pénétration digitale en l'occurrence. Il y a eu aussi une fois où effectivement il a commencé à déshabiller, à se masturber contre moi, des choses comme ça. Donc et à me déshabiller aussi, où c'était complètement terrifiant pour moi, quoi. Et tout ça, ça a duré combien de temps, Anne ? En fait, ça a commencé quand j'avais 16 ans et ça a duré un peu plus d'un an parce que, en fait, au bout de 4 ou 5 mois de ce traitement-là, j'ai pris la décision de partir une année à l'étranger pour échapper à tout ça et être vraiment loin de lui et ne plus être sous son joug finalement, ne plus être dans cette relation toxique et dégradante. Et pendant cette année, est-ce que vous avez réussi à en parler à des proches, à vos parents, à des amis ? Non, j'ai mis des années en fait à exprimer vraiment de manière très claire et circonstanciée ce qui s'était passé. Mais aussi le fait que je me disais, il est professionnel de santé mentale, ça va être très facile de dire que je suis complètement tarée. Je me disais, mais il va dire des choses horribles sur moi, sur ma famille, et en fait tout le monde va le croire. Et ça m'a pourri l'existence, ça m'a rongé, et j'ai mis des années et des années à pouvoir le dénoncer en me disant, personne ne croira ça. S'il avait dit des horreurs sur mon frère, mais je serais morte, quoi. Enfin. Alors justement, à quel moment vous avez réussi à en parler ? Et à qui ? Alors, mon père, je parlais de manière tellement allusive qu'il n'a rien compris. Le généraliste, alors lui, j'ai essayé de lui en parler devant mon père, j'ai bien vu qu'il comprenait pour le coup de quoi je parlais. Il a dit, oui, il faut porter plainte devant le Conseil de l'Ordre. Et puis après, il a dit, ah ben non, il ne faut pas porter plainte devant le Conseil de l'Ordre parce que c'est parole contre parole. Et puis voilà, il n'a rien fait. Et puis alors, il y a une psychiatre que je suis allée voir aussi quand j'avais 24-25 ans, sur le conseil de mon compagnon de l'époque, qui m'a dit, il faut que tu vois quelqu'un, tu ne peux pas rester dans cet état. Donc ça, c'était plutôt bienveillant de sa part à lui. Sauf que j'ai senti un gros mal-être de sa part quand j'ai essayé d'aborder le sujet. À savoir que ça se passe dans une ville qui n'est pas très grande, que tout le monde se connaît. Et ça, c'est un problème supplémentaire. Il y a 2 problèmes pour moi par rapport à ça. À savoir qu'après avoir été trahi par un médecin, il est extrêmement difficile de redonner sa confiance à un médecin. Et par ailleurs, effectivement, il y a cette stigmatisation de « Ah oui, mais c'est notre confrère, on va quand même pas cautionner potentiellement une dingue qui dit des trucs un peu bizarres sur lui. » Donc courage fuyons. Et les personnes restent sans soin. Et moi, finalement, j'ai eu la chance, effectivement, de déménager, de venir vivre à Paris. Ils n'ont que faire du personnage en question et j'ai pu trouver des prises en charge qui étaient dignes de ce nom. Mais je pense que je serais restée là-bas, je serais morte. C'est un des drames, hein. Personne ne veut entendre et soutenir. Témoignage très fort recueilli par Raphaël Constant. Marie, c'est précisément contre ce type d'agissement, de méfaits, de crimes que vous êtes battue. Marie, vous êtes toujours en ligne avec nous ? Marie ?
Je ne vous entends pas. Donc, je voulais avoir votre réaction. Marie, vous êtes avec nous? Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce témoignage, cet ascendant et ces crimes perpétrés par ce soignant sur une jeune femme vulnérable, très vulnérable à l'époque. Je disais, c'est contre ce type d'agissement, justement, que vous êtes battu au travers de cette pétition. Oui, et puis la réaction des médecins quand on essaye d'en parler, c'est très, très, très difficile. Parce qu'il y en a une qui m'a dit, alors, vous allez porter plainte sur ce ton-là. Et un autre qui m'a dit, mais on est deux dans une histoire. Je lui ai dit, mais c'est pas une histoire, c'est pas un homme, une femme, c'est un médecin, Et puis, il faut tourner la page. C'est difficile de tourner la page quand... Moi, c'est quand je suis sortie de l'emprise, quand j'ai commencé à avoir une psychologue, que j'ai compris ce qui s'était passé. Encore, quoique je ne comprends pas encore tout à fait comment j'ai cru de devenir folle alors que c'est quelque chose qui a duré plus d'1 an quand même. Vous avez tenu bon. Merci beaucoup, Marie. Merci pour votre témoignage. Hélène Souchu, Franck Rolland, demain, vous serez médecin. Quand vous entendez ces médecins qui disent taisez-vous, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Souchu? C'est glaçant. C'est glaçant. Après, j'en veux aussi à ma formation et aux études médicales qui en fait, nous apprennent pas assez à se poser ces questions et en fait à mettre des mots sur ces violences qui existent. Il y a une véritable omerta. On est des médecins, donc on est forcément bien traitants, bien soignants et les violences. Vous n'êtes plus des personnes finalement. Il y a parmi, on va dire, s'il y a 10% de maltraitants au sein de la population globale française, eh bien ceux-là, ils ne vont pas en médecine, soi-disant. C'est ça. On est déjà, il y a un vrai silence et on est vraiment tous censés être bien soignants, bien traitants. Et en plus de ça, enfin vraiment pendant nos études, à aucun moment on nous parle de ça, que ce soit les violences qu'on peut commettre envers nos patients et nos patientes, envers les violences qui sont faites de façon aussi volontaire, et puis les violences que nous on peut subir pendant nos études, on n'en parle pas. Franck Rolland, vous êtes engagé dans le syndicalisme étudiant. Est-ce que c'est des choses qu'on fait remonter je ne sais pas comment ça se passe, aux doyens, dans des conseils, dans des discussions. Quand est-ce qu'on en parle? Eh ben, c'est très compliqué parce que si vous regardez un peu la formation des médecins, prenons le fameux concours en 6e année en France en tout cas, où on met les étudiants dans une salle, ils composent sur un certain nombre de dossiers et en fonction de leur réussite, on va leur attribuer telle spécialité dans telle ville. À l'épreuve de ce concours, qui est national, il y a 350-60 chapitres. Sur ces 360 chapitres, vous avez de tout, des trucs très, très détaillés, de rareté, etc., etc. Il y a un chapitre sur les violences faites aux femmes. Dans ce chapitre extrêmement court, vous n'avez rien sur la psychologie qui découle de ce genre d'agression, de ce genre de traumatisme, sur comment aborder la chose avec la personne, sur comment manifester de l'empathie. Et de façon générale, on a l'impression que parce qu'on est médecin, on a d'emblée appris l'empathie, mais personne ne nous l'apprend. Franck Rolland, je vous coupe juste. Quand on s'entretient pour la première fois avec un patient, il y a tout un tas de petites questions qu'on lui pose. Le questionnaire, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce protocole, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un protocole, on dit aux jeunes médecins, posez des questions sur les violences aux femmes, les violences conjugales. Est-ce que ça, c'est inclus dans le listing, dans la liste de questions incontournables lors d'une première consultation? Même si la patiente ou le patient ne va pas forcément répondre, mais au moins lui ouvrir la porte à cette possibilité. Mais c'est indispensable et c'est un conseil qu'on donne de plus en plus, en tout cas en médecine générale, parce que c'est la plus belle des spécialités, et parce que aussi on a à cœur cette approche justement de construction d'une relation au long terme, et donc peut-être aujourd'hui à la première rencontre, la personne ne va pas nous dire oui, j'ai vécu des violences sexuelles, mais plus tard, elle aura cette possibilité-là d'en parler. Alors, on va tout de suite donner la parole à un auditeur, mais juste avant, Dr Gérald Lopez, vous vouliez réagir? Oui, simplement pour raconter l'histoire du docteur Lazimi, qui est le promoteur de cette question. Et qui vient souvent sur ce plateau. Et que vous connaissez bien, il y a quelques années, son maître, il faisait un diplôme universitaire, il a posé la question à une centaine de personnes, et il a eu 30% de réponses positives. 30% de réponses positives sur des violences subies, surtout dans l'enfance. Donc c'est vrai. Alors il y a aussi une étude nationale classante
qui a été faite par la MIPROF, j'y ai participé, la ZIMI aussi, et qui est assez bien faite, mais apparemment vous ne la connaissez pas. Ça veut dire que toutes les questions ne sont pas forcément posées à tous les étudiants. Donc, non, ça c'est certain. Alors justement, on va tout de suite donner la parole à un auditeur qui est aussi un soignant. Priorité santé sur RFI. Parce qu'on le dit depuis cette émission, ce n'est pas du tout l'occasion d'attaquer toute une profession, ce n'est pas l'occasion d'attaquer les hommes contre les femmes, parce que, je le dis, parce que souvent après on a des commentaires à l'emporte-pièce qui nous font dire ce qu'on n'a pas dit. Par contre, il y a aussi dans la profession des personnes, comme on l'entend avec les deux étudiants en médecine qui sont aujourd'hui nos invités, des personnes qui sont en alerte, des personnes qui n'acceptent pas de voir ou d'assister à certaines scènes. Et c'est pour ça que vous nous avez appelé. Mathieu, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes infirmier, vous exercez au Sénégal, alors racontez-nous pourquoi vous nous appelez aujourd'hui. Dans cette émission Priorité Santé, nous parlons des violences dans cette profession médicale. Allez-y. Bon, c'était juste pour signifier cas de violence. C'est vrai, on parle beaucoup des violences sexuelles et aussi des violences qui sont liées aussi à l'acte médical. Et c'est signé nous venons juste de sortir et dans le groupe avec qui je travaille, on a été beaucoup confrontés à des cas de violence liés à l'acte médical en ce qui concerne la pratique du sondage médical. C'est quand on pose une sonde urinaire sur des patients qui n'ont plus la capacité urinaire. Ah oui. Voilà. Mais dans ce cas, la sonde est une pratique qui est un peu abusive. Bon, on était un jour de permanence et on avait reçu une femme qui se plaignait, qui était venue en cours d'intoxication alimentaire. Et son état général ne nécessitait pas la pose d'une sonde. Et le chef de groupe nous a regardé, nous sommes des jeunes, on n'a pas encore la trentaine. Et il a dit, elle est belle. On a dit oui. On a commencé à tenir à sourire, puis il dit, parmi vous, toi, va la sonder. Bon, moi j'ai coché la tête, puis je ne peux pas de la sonder. Et lui, il s'est levé, il est parti, il a posé la sonde. Mais entre nous, les jeunes, on a échangé et nous a dit, bon, cette femme, son état général ne devait pas en principe poser, on ne devait pas d'abord... Alors moi excusez-moi Mathieu, je vous coupe parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, ils ne sont pas dans le jargon médical. Je vais dire les choses crûment parce qu'il faut des fois dire les choses pour qu'on comprenne. Poser une sonde, ça impose de la nudité totale de la femme et d'aller faire des gestes dans sa sphère urogénitale, c'est-à-dire au niveau sexuel. On va dire simplement d'aller la toucher. Or, d'après l'avis des médecins et des soignants qui étaient là, il n'y avait pas besoin de faire ça à cette dame. Et en plus, le médecin s'est permis ce commentaire sur son physique, ce qui est absolument déplacé et ignoble. On ne fait pas de commentaire sur le physique d'une patiente. On soigne un corps. En aucun cas, il y a un rapport de séduction ou quoi que ce soit. Vous, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, il y a aussi les points de signifier qu'il n'y a pas des patients qui viennent à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont dépressives. Et d'autres même sont parfois déprimés. Tout ce qu'on a dit est accepté parce qu'ils espèrent avoir une guérison. Et c'est après, à mesure qu'ils se mettent à réfléchir, c'est là qu'il a été posé. Bon, on a essayé d'échanger entre nous. Vraiment, bon, on n'a pas aimé, mais on ne pourrait plus rien faire parce que ce sont nos amis, bon, il a assez duré de l'essayer, essayer de faire contre lui, ça arrive de le retourner. Ça sera lui sa parole contre notre parole. On n'entend pas très bien, mais il y a cette phrase que vous avez, on va conclure avec ça. On vous remercie infiniment pour votre témoignage, Mathieu. C'est le fameux parole contre parole. Et on peut dire aussi, Hélène Souchu, Franck Roland, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard Lopez, qu'en plus, quand il y a un rapport hiérarchique, eh bien, parole contre parole, c'est encore plus difficile, Gérard Lopez. Mais c'est toujours difficile. Moi, je suis expert judiciaire, j'ai travaillé aux urgences médico-judiciaires. Parole contre parole, oui, mais parole étayée par des arguments. Par exemple, quand on a des troubles psychologiques compatibles, c'est un argument, sauf que le Conseil de l'ordre interdit qu'on en fasse un lien de compatibilité. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que quand on n'a pas un dossier sérieux avec des éléments matériels, la justice est impuissante.
Est-ce qu'on a entendu justement avec Mathieu, un infirmier qui n'a pas vraiment de recours, de ressources pour dénoncer. Sur ce point, à votre niveau, Hélène Souchu, étudiante, quand des étudiants en médecine sont confrontés à des violences, du harcèlement, vers qui peuvent-ils se tourner? Alors, leurs pairs, c'est-à-dire PAIRS, leurs collègues étudiants. C'est d'ailleurs souvent auprès de ces personnes-là que la parole se libère, mais ça s'arrête là. Souvent, on n'ose pas aller au-delà, c'est-à-dire en parler à nos enseignants, aux instances universitaires ou hospitalières, parce qu'il y a la peur de la sanction. En fait, je vais dénoncer les pratiques de quelqu'un qui potentiellement va m'évaluer pour la fin de mon stage. Si je parle, mais le reste de mon stage, comment ça va se dérouler? Je vais passer pour celle qui a cafeté. Il y a une vraie pression qui s'impose à l'étudiant. Et de plus en plus, on est en train de se dire que pour libérer la parole, il faut vraiment qu'il y ait un dispositif d'écoute vraiment externe à tout ça, qui vienne recueillir la parole et qui ne fait pas partie de ce milieu hospitalo-universitaire. Et c'est ce qui est en train de se monter petit à petit. Et c'est ce qui, a priori, aide le mieux à en parler, parce qu'on sort de ce milieu de l'omerta où, en fait, on peut pas dire les choses parce qu'on a des craintes de représailles et que ça nous retombe dessus ensuite. Si vous regardez, Franck Rolland, 7 ans en arrière, avant de vous lancer dans vos études, est-ce que vous saviez que tout ça, ça existait? Non, je ne savais pas. Et d'ailleurs, entre ma première et ma deuxième année de médecine, j'ai lu un ouvrage de Martin Winkler, Le cœur des femmes, qui vraiment propose une approche humaniste, clairement, des soins à la femme. Et ça m'a beaucoup conseillé pendant toutes mes années d'études, parce qu'on n'en parle nulle part ailleurs. Et je me souviens encore d'un stage en gynécologie. Je suis en 5e année de médecine. On nous fait faire le tour des urgences et la chef de service nous dit: écoutez, il y a quelques garçons ici, si jamais il y a une femme qui refuse que vous l'examiniez, vous venez nous en parler, on viendra lui remettre les pendules à l'heure, elle est dans un CHU, quoi, donc elle doit être acceptée d'être examinée par des étudiants. Et je leur dis: mais en fait, vous êtes en train de vouloir faire de nous des violeurs, c'est ça? Parce que examiner une femme qui n'a pas envie d'être examinée par un homme, non consentante, excusez-moi, mais c'est une agression sexuelle, c'est un viol. Et ce qui pousse d'ailleurs de nombreuses femmes à ne pas aller consulter parce qu'elles ont peur qu'on leur impose des gestes qu'elles ne souhaiteraient pas. Encore une fois, la femme, elle est là pour être soignée. En aucun cas, on peut lui imposer des gestes qu'elle ne veut pas, docteur Lopez. Oui, surtout que maintenant, il y a plein d'examens extra-manuels qui peuvent remplir parfaitement leur office. Mais moi, j'ai une réponse. 0800 05 95 95. En France, c'est le numéro du collectif féministe contre le viol, et les étudiants peuvent parfaitement appeler le 0800 05 95 95. Pour le répéter 10 fois. On pourra en tout cas mettre ce numéro sur la page de l'émission. On a parlé tout à l'heure de l'intégration. Un rôle important pour conclure, parce que tout à l'heure, en début d'émission, je citais ce procès retentissant qui va commencer dans les Charentes. L'ordre des médecins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on a parlé des études de médecine, même de la hiérarchie de la fac de médecine, est-ce qu'il y a aujourd'hui les instances? Est-ce que ces instances ont la bonne attitude? Je signale quand même que nous avions pour cette émission sollicité la présence d'un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas répondu à notre invitation. Il faut le dire, parce qu'on donne la parole à tout le monde, bien évidemment. Docteur Gérard Lopez, tour de table sur cette question. Si l'ordre existe aujourd'hui sur cette question, est-ce qu'il remplit son rôle? Alors écoutez, prenons le procès Azout que j'ai connu. Le gynécologue qui avait été poursuivi pour viol et condamné. Absolument, il y a eu beaucoup de plaintes au Conseil de l'ordre, et l'ordre s'est porté partie civile au dernier moment. C'est pas au dernier moment qu'il faut se porter partie civile. C'est la même configuration aujourd'hui pour le procès qui commence. Je ne sais pas. Mais si, puisque les plaignants, dans un premier temps, ont refusé que l'ordre soit partie civile avant de revenir sur cette décision. Aujourd'hui, quel regard vous avez, vous, on va dire, allez j'y vais, les jeunes, Franck Rolland, quel regard vous avez sur l'ordre? Vous dites quoi? Des barbons, des mandarins, des quoi? Regardons, j'allais dire, l'épidémiologie qui constitue le Conseil de l'ordre. On a affaire à quand même une majorité d'hommes, alors que désormais il y a plus de femmes qui vont être médecins. On a une majorité d'hommes qui sont d'un certain âge et qui pour la plupart ne pratiquent plus forcément.
Et oui. Derrière, on a quand même une gestion des plaintes qui relève quand même. Parfois, on peut se poser la question d'une espèce de compérage, ne serait-ce que par exemple l'affaire des fake meds et de l'homéopathie qui a fait beaucoup parler, où finalement dans certains départements, les conseils de l'ordre favorisaient les copains qui étaient homméopathes et qui étaient accusés, etc. etc. Donc vraiment, il y a une vraie question de l'utilité de cet ordre tel qu'il est actuellement et s'il ne faudrait pas le reconstruire et y intégrer plus de femmes, de jeunes. Il nous reste moins d'une minute, Hélène Souchu. Est-ce que vous avez l'impression justement que la féminisation de la profession, c'est quelque chose qui pourra changer les choses? Oui, mais c'est encore très lent. C'est encore très lent. Comme l'a dit Franck, on a une majorité de femmes dans le milieu médical et dans le milieu paramédical. On a une majorité d'infirmières et d'aides-soignants. Mais les postes à responsabilité, c'est des hommes. Les prises de décision, c'est les hommes. Donc je pense que les choses sont en train d'évoluer. Elles vont évoluer forcément avec la démographie médicale. Mais doucement. Mais doucement, on n'en est qu'au premier pas. Oui. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion à rajouter par rapport, si vous aviez par exemple, vous dites, il y a un doyen qui m'écoute, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire demain pour mes études, en quelques mots, vraiment quelques mots, Franck Rolland? Plus d'humanité, plus de réflexivité, moins de protocoles, plus d'attention à ce que c'est que de soigner, ce que c'est que l'autre, ce que c'est que la vulnérabilité, ce que c'est que la souffrance psychologique aussi, qui est très peu abordée dans les études de médecine. La bienveillance. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. À tous les trois, vous Franck Rolland, Hélène Souchu, étudiants en médecine. Bonne chance pour votre soutenance, je sais que c'est bientôt. Et merci à vous, docteur Gérard Lopez, psychiatre, spécialiste de la psychotraumatologie.